La télévision a accepté, France 2 a accepté de faire 2 fois 80 minutes parce que le projet était très ambitieux puisqu'il s'agissait de retracer les 50 années donc, des indépendances de nos anciennes colonies d'Afrique. Et il y a 14 colonies, 14 anciennes colonies. Le projet, c'était en gros d'essayer de montrer la cohérence qu'il y avait dans ces 50 années. Bon, les Français se souviennent d'événements comme ça, le Biafra, ont entendu parler de Bob Denard, le mercenaire, les diamants de Giscard, plus récemment l'éviction de Bockel à la demande de Bongo, mais ils font pas le lien entre tout ça. Et l'idée, c'était de montrer que ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire cette relation bizarre et un peu perverse entre la France et l'Afrique, il y avait une cohérence dans tout ça, que tous ces événements épars étaient reliés par une cohérence qui était en gros l'approvisionnement énergétique de la France. Et en gros, tout part de cette espèce d'angoisse du général de Gaulle qui était de dire on a perdu l'Algérie, donc on n'a plus le pétrole de l'Algérie, il n'y a pas de grand pays sans indépendance énergétique, cette énergie, c'est en Afrique noire qu'on va la trouver dans nos anciennes colonies, donc il met en place à la fin des années 50 un système qui va permettre de garder le contrôle politique et économique de ces pays qui pourtant sont devenus indépendants. La France-Afrique, c'est le Gabon bien évidemment, puisque c'est le Gabon qui prend le relais de l'Algérie quand la France perd le pétrole de l'Algérie. Et en plus le Gabon avec la personnalité d'Omar Bongo qui a joué un rôle très important dans cette relation entre la France et l'Afrique, et on le voit dans le deuxième film, qui joue même un rôle très important dans la société française. Alors, des grands Africains proches de la France, il y a eu Omar Bongo, il y a eu Senghor, il y a eu Houphouët-Boigny. Alors, je ne parle pas de Senghor et je parle assez peu d'Houphouët-Boigny parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans la ligne du film qui était l'approvisionnement énergétique. Je ne parle d'Houphouët-Boigny que quand je parle de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, effectivement, j'en ai parlé parce que, bien que ce ne soit pas un pays producteur de pétrole, mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire, dans la deuxième partie du film, est tellement symbolique de la dégradation des relations entre la France et l'Afrique. La Côte d'Ivoire, ça a quand même été le paradis africain de la France, c'était quand même l'Eldorado africain de la France, et donc c'est pour ça que, bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas un pays producteur de pétrole, j'en parle dans la deuxième partie pour symboliser justement cette espèce de dégradation très forte des relations entre la France et l'Afrique. Mais pour en revenir au pétrole, donc, ça s'est centré sur le Gabon, ça s'est centré ensuite sur le Congo-Brazzaville, sur l'Angola, bien que l'Angola ne soit pas une colonie française, c'était une colonie portugaise, toujours encore une fois pour rester dans cette problématique de l'approvisionnement énergétique. J'ai parlé aussi du Niger, qui joue un rôle très important dans notre approvisionnement en uranium. Donc du coup j'ai éliminé beaucoup de choses, en particulier j'ai éliminé le Rwanda par exemple. Alors on se dit tiens on fait un film sur la France-Afrique sans parler du Rwanda, oui parce que le Rwanda, il y a eu des tas de films faits sur le Rwanda, c'est quand même une affaire extrêmement très particulière, en tout cas ne rentrez pas dans cette problématique de l'approvisionnement énergétique. Pour faire un documentaire comme ça prend beaucoup de temps, enfin j'ai travaillé 1 an et demi sur ce documentaire, et c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur le travail d'Antoine Glaser, qui est donc qui est le conseiller historique du film et qui était le rédacteur en chef de la Lettre du Continent, et qui est un peu en matière d'investigation sur l'Afrique, qui est un peu la référence de toute l'information, et de l'information un peu secrète d'ailleurs sur le continent africain. Et c'est vrai que sur un film comme ça, qui est un peu dénonciateur, qui est un peu sulfureux, il fallait être sûr de ne pas dire de bêtises, de ne pas dire de contre-vérité. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir l'expertise de quelqu'un comme Antoine Glaser, qui a vraiment revu avec moi tout ce qui est dit et tout ce qui est dit dans le film pour ne pas dire de contre-vérité ou d'approximation, quoi. Et Antoine Glaser, il était le rédacteur en chef, enfin il était jusqu'à il y a 2-3 mois, le rédacteur en chef de la Lettre du Continent, qui est une lettre pas confidentielle, mais enfin qui est une lettre par abonnement, donc qui est destinée aux journalistes, aux chefs d'entreprise, aux ambassadeurs, etc. Et qui est une lettre qui est, comment dire, qui donne des informations sur tout ce qui est réseau africain, réseau économique, réseau politique, et qui
qui est un peu la Bible, on va dire, de l'information discrète ou secrète sur le continent noir, quoi. Le système que met en place le général de Gaulle, donc sous l'égide de Jacques Foccart, que les gens de ma génération connaissent, les plus jeunes, bon, c'est moins clair. Donc, le système qui est mis en place est un système de relations personnelles et directes entre les chefs d'État, en dehors de tout contrôle gouvernemental et parlementaire. C'est-à-dire que même le ministre des Affaires étrangères est à l'écart de ces relations. Donc, il y a un monsieur Afrique, il y a parfois le ministre de la Coopération qui tisse des liens, et il y a tout un tas d'intermédiaires qui tissent donc des liens secrets entre les chefs d'État et entre les dirigeants des grandes sociétés pétrolières en particulier. Donc ça, c'est l'opacité du système qui perdure pendant ces 50 années. Alors pourquoi est-ce que maintenant, à un moment donné, il y a des gens qui parlent? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, l'affaire Elf, qui est quand même la grande affaire qui a permis de lever un coin du voile sur l'argent du pétrole, et justement cet argent du pétrole qui joue un rôle aussi si important dans la France-Afrique. L'affaire Elf, c'est au départ une bagarre au sein de la droite française. C'est-à-dire que les grands scandales d'État, on le voit encore aujourd'hui, les grands scandales d'État éclatent le plus souvent parce qu'à un moment donné, il y a des oppositions violentes au sein du même camp et que les gens, je dirais, balancent des informations et font éclater les affaires. En général, le plus souvent d'ailleurs, ils sous-estiment l'impact que ça va avoir et ça devient par exemple l'affaire Elf. Donc il y a toujours ce côté de bisbille, de querelles violentes au sein d'un camp politique qui font qu'à un moment donné, le secret se fissure, quoi, pour des raisons politiciennes. Alors, sur les personnages qui parlent dans le film, les motivations sont diverses. Bon, Monsieur Delaunay, qui est donc l'ancien ambassadeur du Gabon, qui est décédé un mois après l'interview, d'une certaine façon, et qui raconte des choses qui n'avaient jamais été dites, d'une certaine façon, il livre un petit peu son testament. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est aussi, c'est lui par rapport à l'histoire. Il y a aussi le rapport à l'histoire. Lui, il n'a plus rien à défendre, il n'a plus rien à... Donc, je pense qu'il y avait chez lui le désir un petit peu de témoigner face à l'histoire. Pour d'autres, comme le Floch Préjean, qui donne aussi une interview intéressante, c'est aussi d'une certaine façon, de remettre des pendules à l'heure ou de régler des comptes qui moi-même d'ailleurs parfois m'échappent un petit peu. C'est-à-dire que ce qui se joue derrière l'acceptation de le Floch Préjean m'échappe un petit peu, mais à un moment donné, il prend la parole, il ne cite pas de nom, mais il dit un certain nombre de choses qui vraisemblablement jouent un rôle important dans son univers à lui. Et puis il y a ceux qui parlent aussi tout simplement parce qu'ils ont envie de rétablir la vérité. C'est-à-dire que le chef des services secrets en Afrique, Monsieur de Bonnecorse, qui a été le Monsieur Afrique de Jacques Chirac, Jean-Pierre Cotte, le ministre de la Coopération de François Mitterrand, qui est resté en poste 2 ans avant d'être viré, je crois qu'on peut employer ce mot, ils ont envie de rétablir une certaine vérité. Donc il y a des motivations très différentes. Et c'est un peu le rôle du réalisateur de s'emparer de toutes ces motivations pour construire le film. Ce qui apparaît clairement dans le travail que j'ai fait, c'est qu'il y a une continuité absolue durant ces 50 années. C'est-à-dire que quel que soit le régime politique, de droite ou de gauche, et on a quand même eu 2 septennats de François Mitterrand, la politique africaine a été la même, c'est-à-dire une politique du secret et une politique qui s'appuyait beaucoup sur aussi de l'argent secret. Bon, le Floch Préjean explique très bien que quand Mitterrand le nomme, il va le voir en lui disant, ben voilà, moi je me rends compte que Elf donne pas mal d'argent aux partis politiques, qu'est-ce que je fais? Et Mitterrand lui dit, vous continuez, mais vous ne nous oubliez pas. Enfin, vous n'oubliez pas donc le Parti socialiste. Donc on voit que la politique secrète et, on va dire, de corruption est la même, quel que soit le régime politique. Alors c'est vrai que avec le 2e septennat de François Mitterrand, c'est la grande époque qu'on a appelée l'époque de l'argent roi, et c'est le titre du 2e épisode de ce film. C'est vrai que là, il y a une impression comment dire, enfin tout le monde bat la soupe, en gros. C'est-à-dire que là, on a l'impression que l'argent, c'est l'époque de Bernard Tapie, et là, qui va d'ailleurs aboutir à l'affaire Elf, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la justice va se saisir de cette affaire, et là, on a l'impression que
comment dire, que l'argent circule de plus en plus et que on n'est plus dans la raison d'État, on n'est même plus dans la justification de la souveraineté, de l'autonomie énergétique de la France. Il y a aussi de l'enrichissement personnel et là, bon, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Est-ce qu'il faut tirer sur une ambulance? Je ne sais pas. Le pauvre Bernard Kouchner est tellement mal en point. Il en a tellement fait et son arrogance est tellement, on va dire, est devenue tellement pénible que voilà, il est dans le film effectivement le fait qu'il se soit le financement de ce plan de cette étude sur la sécurité sociale au Gabon. Fait sourire, effectivement. Est-ce qu'il était nécessaire de se faire payer des sommes pareilles pour arriver à la conclusion que la sécurité sociale au Gabon ne fonctionnait pas? Comme dit Eva Joly, il y avait des tas d'organismes qui étaient capables en France de faire cette étude gratuitement. Donc effectivement, Kouchner est un peu pris dans cette affaire la main dans le sac. Il y en a d'autres, hein, voilà. Il y en a d'autres. Je pense que je dirais qu'il y a très peu dans le personnel politique. Il y en a très peu qui ne sont pas allés faire des affaires en Afrique. Très peu.